Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Karine Bellarousse. On se retrouve en ce mercredi 17 janvier pour une nouvelle édition de CRIF Mag. Dans quelques instants, j'aurai le plaisir de recevoir en interview Rudi Reichstad. Rudi Reichstad est diplômé de l'IEP d'Aix-en-Provence. Il a fondé le site Conspiracy Watch. Il est membre de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Et nous parlerons avec lui, entre autres, de la fameuse étude qui a été commandée à l'Institut IFOP sur la pénétration dans la société française des théories complotistes. Rudi Reichstad, bonsoir. On se retrouve dans le cadre de l'émission CRIF Mag. Et donc, j'ai le plaisir de vous recevoir. On va parler, bien évidemment, on va d'abord vous présenter. Et ensuite, on parlera de l'enquête que vous avez commandée à IFOP et de beaucoup d'autres choses. Alors, je vais tenter de vous présenter. Vous allez me dire si je me trompe ou pas. Et je m'aperçois que vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Donc, vous êtes de la région. C'est ça. Ah d'accord, je l'ai découvert. Donc voilà, ensuite vous avez fondé en 2007 le site Conspiracy Watch. Vous êtes membre de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Vous avez aussi collaboré autour de plusieurs projets autour de la prévention du conspirationnisme, notamment à travers des films, et on en parlera tout à l'heure, d'un site gouvernemental qui est ontemanipulettoutattaché.fr. Vous intervenez aussi régulièrement auprès des professionnels de l'éducation, mais aussi des élèves, et ça aussi, ça m'intéresse. Alors, est-ce que j'ai fait un bon tour d'ensemble vous concernant? Oui, c'est assez complet, oui, effectivement. Mais tout ça, c'est vous, il faut le savoir. Donc, on voit que vous êtes quand même assez acharné dans ce domaine-là et que c'est votre passion et puis c'est votre travail surtout, puisque vous vous consacrez entièrement à ça, c'est ça, Rudi? Absolument, depuis à peu près un an maintenant, grâce au soutien d'ailleurs de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui s'inquiétait de la progression, alors qui s'inquiète évidemment de la progression du négationnisme, de l'antisémitisme, et qui a estimé que lutter contre le conspirationnisme, sous toutes ses formes d'ailleurs, sans exclusive, c'était aussi une manière de lutter contre ces idées négationnistes en général, et contre l'antisémitisme et le racisme. Donc voilà. Et vous, comment vous avez décidé de vous orienter sur ça après vos études et qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez, comment avez-vous décidé de fonder ce site? Est-ce que vous avez été alerté par des gens ou est-ce que c'est vous-même ce que vous avez remarqué? Il y a toujours évidemment, quand on cherche les raisons d'une chose que l'on met en œuvre, il y a toujours plusieurs raisons en fait, et on n'en est pas toujours conscient sur le moment. Moi, j'avais un intérêt de longue date pour la question du négationnisme, qui m'a toujours paru à la fois, si vous voulez, qui me mettait en colère, et qui en même temps me fascinait, alors pas dans le sens pervers du terme, mais si vous voulez, j'ai toujours été fasciné que des esprits, des gens même intelligents ou cultivés, puissent adhérer à ce genre de discours, puissent dire ça n'existe pas, ça n'a pas eu lieu, les chambres à gaz n'ont pas existé, qui pour moi me paraît, quand on connaît un petit peu l'histoire de la Shoah, de la Seconde Guerre mondiale, aussi aberrant qu'expliquer que la Terre est plate, ou si vous voulez, voilà, c'est de ce niveau-là. Et pourtant, on en parlera dans votre étude concernant la Terre plate, parce que moi ça m'a choqué. On en parlera, on y reviendra tout à l'heure, mais si vous voulez, j'avais un intérêt donc de longue date pour ces choses-là. Moi, ma formation dans l'enseignement supérieur était orientée sur les sciences politiques, et en particulier l'histoire des idées politiques. Et puis, vous savez, je suis vraiment de cette génération, j'avais 20 ans au moment du 11 septembre 2001, donc j'ai pris ça de plein fouet, et très rapidement, j'ai vu ces théories de complot se développer, j'ai vu le succès d'un livre aberrant de Thierry Messant expliquant qu'il n'y avait jamais eu d'avion dans le Patagone, si vous voulez, donc j'ai vécu ça en entrant, si vous voulez, dans l'âge adulte, à l'époque. Et donc j'ai lu à peu près tout ce qui me tombait sous la main, en fait, en matière de complotisme. Et il y a eu vraiment un moment éditorial de ce point de vue en 2005. Et puis, comme c'était une époque de ma vie où j'hésitais à bifurquer vers le journalisme. En fait, je me suis lancé, j'ai commencé à écrire un site, le site que j'aurais voulu lire, moi, si vous voulez, comme internaute, sur les théories du complot pour commencer à documenter le phénomène. Mais, excusez-moi, je vous coupe, Rudi. Vous savez que c'est vrai que quand des gens créent des sites ou vont dans une direction, souvent ça vient d'un manque, d'une recherche de quelque chose qu'ils veulent lire ou qu'ils veulent découvrir et qu'ils n'arrivent pas à trouver. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à trouver un manque et à essayer de pallier à ce manque. C'est assez amusant.
c'était un peu la démarche, effectivement, c'était un petit peu la démarche, et puis j'ai essayé de m'entourer assez rapidement de gens qui sont sérieux dans leur domaine d'expertise, des politologues, des universitaires, des journalistes également, et puis un petit réseau informel a commencé à se constituer comme ça autour du site. Le réseau informel est devenu une association, et l'association a atteint son point de maturité, là, l'année dernière, en devenant quelque chose de professionnel, avec pour objectif de créer un véritable service de presse en ligne, spécialisé, gratuit, mais spécialisé sur la double question du conspirationnisme et du négationnisme. Voilà. Alors justement, eh bien, vous en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès, ben justement, avant de parler de l'enquête, vous intervenez aussi à la Fondation Jean Jaurès. Expliquez-nous en quelques mots rapidement ce qu'est cette fondation. Écoutez, la Fondation Jaurès, c'est une des deux grandes fondations qui reçoit des fonds publics pour participer au débat public sur des questions de société, sur des politiques publiques. Vous avez, si vous voulez, des sensibilités de droite, la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol, et puis pour plutôt à gauche, la Fondation Jean Jaurès, qui n'est pas liée organiquement d'ailleurs au Parti socialiste, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, mais qui se trouve historiquement dans le lieu où se trouvait la SFIO, par exemple, à l'époque. Donc voilà. Et la Fondation Jean Jaurès essaie effectivement d'alimenter le débat public sur tout un tas de sujets, et sur la question des radicalités politiques, on travaille avec Jean-Yves Camus et d'autres chercheurs, d'autres spécialistes sur ces questions d'extrémisme, extrême droite, extrême gauche, islamisme politique également. Et moi, je m'occupe plutôt, de manière plus privilégiée, des questions de complotisme. Alors justement, en collaboration avec la Fondation Jean Jaurès, vous avez commandé une enquête à l'IFOP qui a énormément fait parler d'elle en ce début d'année 2018. Donc c'était une enquête sur l'influence dans la société française, la pénétration, on va dire, des théories complotistes. Alors, le résultat est quand même assez affolant, on va essayer un petit peu d'en discuter, mais avant, pour que les gens comprennent bien, cette enquête a été faite auprès de quel échantillon de personnes? Écoutez, 1000 personnes, complétées par un suréchantillon d'environ 250 personnes, le plus chiffre exact, mais 250 jeunes en l'occurrence, pour justement affiner sur les jeunes, parce que il était évident que c'était une population plus concernée, plus perméable à ces choses-là. Donc on a voulu avoir des données encore plus fiables, si vous voulez. Donc un sondage de ce type-là commence à être fiable à 1000 personnes. Avec 1250, ça commence à être assez sérieux. Ça réduit encore un peu les marges d'erreur, si j'ai bien compris ce que m'a expliqué l'IFOP, parce que moi je suis pas sondeur, c'est pas mon métier. Mais en revanche, effectivement, on a commandé ce sondage avec la Fondation Jaurès. Il faut bien savoir que c'est la première enquête d'opinion aussi ambitieuse publiée en langue française, si vous voulez, sur la pénétration du complotisme, sur ce sujet-là. Et effectivement, elle a eu un retentissement très important, pour une série de facteurs en fait qui sont conjugués. D'abord, nous on voulait le sortir pour le 3e anniversaire des attentats de janvier 2015, parce que c'était vraiment en janvier 2015 que ces questions de complotisme avaient émergé dans l'espace public, et on avait assisté à ce moment-là à une vraie prise de conscience sur l'enjeu que ça pouvait représenter. Et puis ce qu'on ne pouvait pas savoir, ce qu'on ne pouvait pas programmer effectivement, c'est que Emmanuel Macron allait faire, lors de ses vœux à la presse le 3 janvier, une annonce d'un projet de loi sur les fake news, sur les fausses nouvelles en période électorale. Donc il y a eu ça, et en plus il y a eu les chiffres de l'enquête qui ont été qui sont parfois assez spectaculaires et assez inquiétants, et je pense que tout ça a contribué à donner un écho médiatique très très fort à cette enquête. Et alors, si vous voulez, au déferlement médiatique que ça a suscité, eh bien, il y a eu des critiques tout aussi d'ailleurs, parfois aussi peu rigoureuses que parfois la couverture de l'enquête, si vous voulez. Parce que nous, l'idée qu'on a voulu faire ressortir, c'est pas nécessairement que 8 Français sur 10 sont complotistes. Vous savez, il y a un chiffre qui a fait beaucoup parler, sur lequel il y a 79% des Français qui adhèrent à au moins une des théories du complot qu'on leur a proposées. C'est vrai, mais en même temps, ça ne veut pas dire que lorsqu'on croit à une théorie du complot, on est passé de l'autre côté du miroir et qu'on est un complotiste endurci. Pas du tout. Puisqu'il y a même, on en parlait en début de cette interview, moi ça m'a fait sur le coup sourire, un petit peu moins après quand j'ai lu le reste, je ne sais pas quel est le pourcentage de personnes qui croient que la Terre est plate. On est d'accord. Écoutez, lorsqu'on pose la question, on a 9% de gens qui sont d'accord pour dire qu'il est possible que la Terre soit plate. 9%,
ça atteint 18% chez les 18-24 ans, et on n'est qu'à 3% chez les plus 65 ans. Et là, c'est très intéressant, si vous voulez, ces écarts, ces contrastes entre les seniors et les plus jeunes sont quand même très précieux, parce que ils nous permettent de comprendre comment se développe le complotisme aujourd'hui, de comprendre que, si vous voulez, il y a des effets de génération. Il y a des théories du complot auxquelles les seniors sont pas exposés et pour lesquels ils ne sont pas acheteurs, entre guillemets, si vous voulez, parce que ça correspond pas à leur socialisation politique, etc. Et en revanche, on aperçoit que les jeunes sont plus perméables, et surtout, le plus préoccupant, c'est qu'on ne voit pas très bien pour quelles raisons ils cesseraient d'être perméables en vieillissant. C'est-à-dire qu'apparemment, il y a presque un effet de cohorte, vous voyez, que voilà. Et ça, c'est assez préoccupant, parce que il n'est pas dit du tout qu'on s'assagisse avec l'âge et qu'on renonce à ce genre de croyances qui sont quand même des croyances extrêmes. Alors justement, Rudy, on va essayer d'être clair. On va dire qu'on peut s'adresser aussi à un public qui ne comprend pas très bien quelles sont ces théories complotistes, lesquelles sont dangereuses, lesquelles sont... Quand on vous parlez de théories complotistes, quelles sont celles qui sont dangereuses et quelles sont celles qui pénètrent réellement l'influence de la population française? Alors ça peut vous paraître très naïf, ce que je vous demande. Non, mais je vais vous expliquer. Alors écoutez, d'abord on a posé ces questions en deux temps. On a d'abord demandé aux gens s'ils connaissaient les théories du complot qu'on leur proposait. Voilà. Et là, sur la dizaine qu'on leur a soumis, il y en a 4 qui se détachent très clairement du lot, c'est-à-dire qui sont connus par au moins la moitié des gens ou plus. Et ce sont 3 théories du complot historiques, disons, c'est-à-dire celle sur laquelle le président Kennedy a été assassiné par la CIA, celle selon laquelle l'homme n'a pas marché sur la Lune, tout ça serait une mise en scène de la NASA, celle selon laquelle le sida aurait été créé dans un laboratoire et ensuite répandu en Afrique, comme ça, et puis une 4e théorie, qui est en fait la théorie du complot à laquelle les gens adhèrent le plus, et c'est le plus inquiétant. Et c'est pas une théorie du complot historique, c'est une théorie du complot qui a défrayé l'actualité au cours des derniers mois. C'est celle selon laquelle il y aurait une collusion entre le pouvoir politique et les laboratoires pharmaceutiques pour dissimuler aux citoyens la nocivité des vaccins. Voilà. D'accord. Et ça, vous voyez les effets directs que ça peut avoir en termes de santé publique. Donc c'est important de garder à l'esprit que ces théories du complot, ce sont pas juste des récits extravagants, sans conséquences, des petites histoires rigolotes. Non, ça peut avoir des conséquences, et des conséquences absolument funestes. Sans même parler, si vous voulez, de la fonction de justification du passage à l'acte criminel que les théories du complot peuvent accompagner, si vous voulez. Est-ce qu'on peut parler d'un courant complotiste? Enfin, ça fait un peu peur, la façon de le dire, mais... Écoutez, il y a en tout cas une vision du monde ou une idéologie complotiste à laquelle sont sensibles au moins un quart des Français. Voilà. Selon les résultats de notre enquête. C'est-à-dire que on a un quart quand même de l'échantillon, 25%, qui croient à 5 théories du complot ou plus parmi celles qu'on leur propose. Et je vous assure que quand on regarde les énoncés, être d'accord avec au moins 5 de ces énoncés ou plus, on est déjà dans quelque chose qui s'apparente à la radicalisation. Alors vous me demandiez tout à l'heure quelles sont les théories du complot dangereuses et les moins dangereuses. On pourrait estimer a priori que croire que JFK a été assassiné par la CIA, c'est quand même une thèse extravagante, parce que quand on s'intéresse un peu au dossier, on n'a pas la moindre preuve de ça, si vous voulez. Jusqu'à preuve du contraire, le président Kennedy, il a été assassiné par un homme qui s'appelle Lee Oswald, et il n'y a pas un début de preuve d'implication de la CIA dans cette histoire. Alors, on pourrait penser que tout ça, c'est de l'histoire, c'est pas très grave, c'est comme l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac, c'est du passé. Pas tout à fait quand même, pas tout à fait, parce qu'on s'aperçoit que quand même, lorsqu'on adhère à une théorie du complot, on a plus de chances d'adhérer à une 2e, une 3e, une 4e théorie du complot ensuite, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a quand même une mentalité complotiste derrière tout ça, en arrière-plan, et donc on peut adhérer à d'autres théories du complot tout à fait avec des dimensions qui peuvent être beaucoup plus problématiques, théorie du complot juif, etc. Enfin, vous voyez très bien où ça peut mener. Et puis, quand même, quand on pense que
quand on croit, par exemple, que la CIA a fait assassiner Kennedy, ça veut dire qu'on pense qu'en fait, aux États-Unis, il n'y a plus vraiment de démocratie, quoi, qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, que les services secrets d'un État, comme ça, peuvent faire assassiner un président sans problème et sans que jamais ces choses-là ne se sachent à la fin. Donc, si vous voulez, ça agit quand même sur le mode du discrédit jeté sur le système démocratique. Lorsque vous pensez que vos représentants, comme les gens du gouvernement en général, sont des marionnettes qui sont comme ça agis dans l'ombre par des puissances obscures qui tiraient les ficelles, vous en arrivez logiquement en fait à remettre en cause la validité même du système démocratique. Et ça c'est quand même un sujet. Rudi Reichstadt, justement, eh bien, pour contrecarrer tout ça, bon, vous travaillez bien évidemment, il y a votre site internet, vous faites un énorme travail de recherche aussi. À côté de ça, vous intervenez aussi auprès et ça c'est intéressant, auprès des professionnels de l'éducation, mais aussi des élèves. Quelle réaction vous avez pu avoir en intervenant dans certaines classes? Parce que ça m'intéresse, parce que c'est quand même une cible, les élèves, la jeunesse, puisque vous le disiez tout à l'heure. Oui, alors effectivement, alors j'interviens moins d'abord devant des élèves que devant des professeurs. Oui, il faut d'abord éduquer les professeurs, d'accord. C'est ça, les professeurs, les professionnels en général, éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse par exemple, ou professionnels de la santé également. Donc j'interviens plus spécifiquement chez les enseignants. Mais il m'est arrivé effectivement d'intervenir aussi devant des élèves, des lycéens en particulier. Ce dont on s'aperçoit d'abord, c'est que effectivement le complotisme est quelque chose qui traverse toute la société. C'est pas parce qu'on est prof, et même prof d'histoire géo, qu'on est immune, si vous voulez, qu'on n'est pas du tout perméable à ces choses-là. Moi, souvent, j'ai eu des professeurs qui disent non mais quand même, regardez là, c'est étrange. Bon. C'est quand même terrible quand on sait que ce sont des gens qui vont enseigner. Oui, mais ça existe. Si vous voulez, ça existe et il s'agit pas de les stigmatiser, si vous voulez, mais la réalité, c'est ça. La réalité, c'est que vous avez aussi dans le corps enseignant, et c'est normal, si vous voulez. Si vous avez un quart des Français qui sont concernés par ces choses-là, c'est pas aberrant d'en retrouver aussi dans le corps enseignant. Bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Et puis chez les jeunes, ça dépend. Ça dépend. Moi, ce que j'ai pu observer, mais c'est sans doute pas une expérience très représentative. Je suis allé dans un lycée professionnel devant 5 classes de seconde. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la confusion entre la croyance et le savoir, entre l'opinion et la connaissance. Voilà. La frontière n'est pas claire dans beaucoup d'esprits, d'après l'expérience que j'ai pu avoir, encore une fois. Voilà. Parce que je suis pas un professionnel, moi, de l'éducation. Et ça, je crois que c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que l'idée que le savoir scientifique ou le savoir délivré par l'autorité enseignante, d'accord, par l'éducation nationale, puisse être une opinion comme une autre, si vous voulez, ce relativisme-là, il me semble être à la racine en fait du développement du complotisme. Ça, et puis une grande difficulté chez certains élèves même à formuler leurs idées. À les mettre en vrai, à les formuler, à poser des questions. On m'a demandé par exemple si les francs-maçons existaient vraiment. Parce qu'il y a une très grande confusion sur l'idée que des sociétés secrètes comme les Illuminati, qui n'existent pas pour le coup, chimères les Illuminati, existaient, mais on me dit mais alors les francs-maçons, est-ce que ça existe vraiment? Ben oui, les francs-maçons, ça existe vraiment, mais il faut repartir de très très loin, quoi. Voilà, il faut tout refaire. Donc voilà un petit peu les éléments d'expérience que je peux vous donner. Alors à côté de ça, eh bien vous collaborez aussi à des films, dont un, si je ne m'abuse, qui va être diffusé le mardi 23 janvier. Je crois que c'est à 23h20 sur France 3 et ça s'appelle Complotisme, les alibis de la terreur. Alors déjà, pourquoi aussi tard? On aimerait bien que ce soit... Il faut le demander à France Télévisions, mais écoutez, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal qu'ils le diffusent. Qui le diffuse, je sais pas, mais c'est bien que France Télévisions s'intéresse aussi à cette question-là, qui nous a demandé, qu'ils aient accepté notre projet sans problème dès qu'on leur a proposé. J'avais rédigé la note d'intention avec l'auteur, avec le réalisateur Georges Benayoun. Donc j'ai coécrit ce film, et ce film, il est assez dense. Il est organisé, si vous voulez, d'abord autour de spécialistes de ces questions-là, comme Pierre-André Taguieff, Gérald Bronner, Jacob Rogozinski, de spécialistes
spécialistes aussi de la radicalisation, Serge Effez ou la psychoclinicienne Amélie Boukobza, et puis des parents témoins de victimes ou victimes eux-mêmes d'attentats terroristes. Alors, vous avez Abdelghani Merah, un des grands frères de Mohamed Merah, oui. qui évoque sa famille notamment, Samuel Sandler, qui est père et grand-père de victimes de Mohamed Merah. Vous avez Michel Catalano, qui est l'imprimeur d'Amartya Angoël, vous savez, qui avait été retenu en otage par les frères Kouachi le matin du 9 janvier 2015. Et puis également Abdallah et Béchir Saadi, qui ont perdu leurs 2 sœurs à la terrasse de la Belle Équipe le 13 novembre 2015. Et tous ces témoignages sont absolument cruciaux parce que ces gens-là ont été confrontés à la théorie du complot. On leur a dit, mais ce que vous avez vécu n'est pas vrai. On a mis en doute ce qu'ils avaient vécu. Et ils le racontent, et je crois que ça fait partie des moments assez forts de ce film. Et puis c'est un film qui questionne aussi la question de la complaisance à l'égard de ces théoriciens du complot, dans le monde médiatique y compris. C'est-à-dire ceux qui font la courte échelle aux idéologues complotistes. Voilà, donc c'est un film assez dense. Moi, j'espère qu'il sera vu, qu'il sera discuté, critiqué également, et qu'il ait même peut-être une autre vie après. Peut-être qu'il soit aussi encore diffusé, qu'on puisse imaginer des partenariats avec différents centres. Ce serait pas mal, ça. C'est ce qu'on peut souhaiter, en tout cas, à cette œuvre. Oui, absolument. C'est ce qu'on peut souhaiter à tout film. Vous savez, quand on fait un film documentaire, c'est pour dire quelque chose, pour porter un message. Là, un des messages, en tout cas, qu'on voulait faire passer, c'était celui d'en finir avec le déni autour de ça. Georges Benayoun est quelqu'un qui travaille cette question du déni, qui est consacré un premier film à l'affaire Ilan Halimi, qui s'appelle L'assassinat d'Ilan Halimi, et un second qui s'appelle Prof en territoire perdu de la République. Sur le complotisme, il voulait aussi creuser cette question du déni, parce que longtemps, moi je l'ai observé, j'étais aux premières loges, longtemps il y avait quand même cette idée, et elle existe encore d'ailleurs, que le complotisme n'est pas un vrai sujet, que ça n'existe pas vraiment, que c'est pas tangible, que c'est pas un sujet noble, vous savez, et puis que tout ça en réalité, en fait, toute cette agitation autour du complotisme, toute cette inquiétude autour de ça, c'est en fait un complot pour stigmatiser les gens, pour stigmatiser la gauche critique par exemple, ou le politiquement incorrect, ou voilà. Et ça, voilà, on parle dans ce contexte-là, quoi. Il faut en avoir conscience. Rudi Reichstahl, d'abord, je vous remercie infiniment. Juste avant de se quitter, quand on travaille dans un milieu comme ça, anxiogène, etc., c'est assez dur, assez lourd. Comment vous gardez le sourire ? Bah écoutez, il faut se déconnecter de temps en temps d'Internet. Vous déconnectez, voilà, c'est ce que j'allais. Voilà. Vous fermez tous les portables, les sites Internet, tout, et après vous... Exactement. Je vous remercie infiniment, Rudi Reichstahl. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Au revoir. Je vous en prie, au revoir. CRIF Mag.